France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, un club de lecteurs passionnés dans les coulisses de l'affaire Émile Ajar. Ce midi, dans un récit étonnant, le petit cousin de Romain Gary, notre invité, l'écrivain Paul Pavlovitch, témoigne du stratagème mis en place par le romancier pour se dédoubler dans le plus grand secret. D'autant qu'il a lui-même, Paul Pavlovitch, incarné le personnage d'Émile Ajar pendant près d'une décennie. Son récit, qui est aussi un livre de souvenirs, s'intitule Tous immortels et paraît aux éditions Buchet-Chastel. L'histoire d'un trafic d'âmes, comme il le dit, une folle aventure humaine et littéraire dont on vous parle jusqu'à midi et demi. Une émission savamment programmée par Henri Leblanc, préparée par le très bibliophile Didier Pinault, avec Félicie Faugère à la réalisation et Ludovic Auger à la technique. Bonjour Paul Pavlovitch. Bonjour. Bonjour, ou devrais-je dire, encore peut-être un peu, Émile Ajar, car il faut tout de suite raconter à ceux qui nous écoutent que vous avez incarné ce double de fiction. Vous lui avez donné voix et figure humaine. Oui. L'affaire, ou plutôt l'invention de Romain, s'est construite de façon tout à fait inattendue. Jamais il ne m'a demandé de le faire, jamais il m'a poussé. C'est une affaire d'époque. Quand il a inventé cet auteur, il manquait de vis-à-vis, donc nous étions assez proches, Romain et Annie, ma femme, et d'autres gens qui forment ce groupe autour desquels je rédige ce livre de souvenirs. Et donc à cette époque-là, nous étions assez proches, et donc il m'a mis au courant de façon discrète, comme ça, m'expliquant qu'il allait faire tout autre chose. Et j'ai été immédiatement passionné par cette invention, en me disant que le type était culotté, il courait des risques dans la réalité qu'il laissait de côté, ancien de la France libre, compagnon de la Libération, récent diplomate. Il mettait tout ce barda de côté et avait décidé d'inventer quelque chose qui le mettrait à l'abri de critiques littéraires prêts à l'assassiner, comme à chaque sortie de ses romans. Voilà, parce qu'il faut raconter qu'au départ, c'est un simple pseudonyme. Il imagine d'abord cela, récidivant, puisqu'il avait déjà signé sous le nom de Fosco Sinibaldi, L'homme à la colombe, et sous celui de Chatan Bogat, Les têtes de Stéphanie. Et la machine, d'une certaine manière, va s'emballer, peut-être tout doucement. Gary veut un peu plus que Pessoa, un peu plus que Stendhal, un peu plus qu'un pseudonyme. Il veut incarner ce nom d'Émile Ajar, donner un visage à ses livres. Et ce sera vous, son cousin, à l'automne 75. Mais pourquoi ? Vous dites qu'il ne vous l'a pas clairement demandé, qu'il ne vous l'a pas non plus imposé. Alors comment ça s'est passé ? Ça a commencé par ces conversations tenues avec lui, puisque nous étions à cette époque-là très proches. J'habitais chez lui, je faisais des études encore, etc. Et je l'écoutais, je considérais immédiatement qu'il était très culotté, que c'était quelque chose que personne n'aurait fait. Et donc, d'oreilles d'auditeurs admiratifs, je suis devenu acteur de cette invention. Et ça, c'était consenti de votre part. S'il ne vous le demande pas clairement, vous consentez, en tout cas, à devenir acteur de cette invention. Je ne courais aucun risque, personnellement. J'étais un jeune type qui ne voyait pas de mal à faire ça, ne voyait
Enfin, je n'avais aucun enjeu personnel qui m'aurait interdit d'y participer. Et puis surtout, j'admirais. J'admirais cet homme déjà âgé, capable de ficher en l'air tout un acquis au profit de quelque chose qui était dangereux, puisque si on découvrait par hasard qu'il était réellement l'auteur, eh bien alors à ce moment-là, ça devenait un scandale. Oui, d'ailleurs, il n'a rien dit jusqu'à après sa mort, hein, avec Vie et mort d'Émile Ajar. Et là, je dois dire que il a achevé de me bluffer, parce que c'est un auteur qui n'a jamais cherché à recueillir les applaudissements pour son ouvrage. Et d'autant que des applaudissements, il y en a eu, puisque le 17 novembre 1975, Émile Ajar, écrivain inconnu, recevait le prix Goncourt pour son roman La vie devant soi. Tout le monde, d'ailleurs, s'interroge à ce moment-là sur ce mystérieux auteur. C'est un auteur mystérieux, un romancier dont c'est apparemment le premier livre, dont on nous dit qu'il habite l'Amérique du Sud. Pourquoi n'a-t-on pas vu de photographie d'Émile Ajar? Mystère complet. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Le mystère ou le faux mystère du Goncourt, Émile Ajar continue de se cacher. Il y a un mystère qui est très troublant et qui fait qu'on s'interroge sur l'identité de l'auteur, n'est-ce pas? Oui, moi j'ai voté pour Ajar, oui. On ne sait pas qui est Ajar. Paul Pavlovitch, c'est son véritable nom, a de solides attaches à Cahors. En tout cas, Ajar est-il un homme difficile, peu sociable? Ce n'est pas l'avis d'un de ses voisins. Moi, je l'ai toujours trouvé rigolo, il rit très bien, on me discute assez bien avec lui. Ça, c'est votre voisin qui témoigne et qui vous trouvait plutôt rigolo. Alors voilà, 1975, ce Goncourt, Paul Pavlovitch. Mais qui est donc Émile Ajar? Et c'est là que votre nom apparaît. Est-ce que c'est votre première sortie publique? Votre première sortie en Émile Ajar? C'est pas ma première sortie, parce que Romain avait installé une sorte de tactique avec plusieurs étapes, et j'avais déjà rencontré Michel Cournot, à l'époque éditeur principal au Mercure de France, sorte de journaliste très connu à l'époque encore à France Observateur. Voilà, l'ancêtre du Nouvel Observateur. L'ancêtre du Nouvel Observateur. Et chargé d'une réputation, comme me disait Romain, il a une réputation, je connais ça, mais enfin bon, voilà. Il a épousé une Russe, et pour lui, épouser une Russe a commencé à être un début de catastrophe. Il a épousé une Russe, et on dit que... Et là, il ouvrait les guillemets lourdement, en m'expliquant que rien n'était garanti dans cette réputation. Cournot allait en vacances en Russie, etc. Il semblait un agent d'influence culturelle. Et donc je le rencontre. J'aperçois un bonhomme entre deux âges qui paraissait relativement indifférent. Romain m'avait équipé de quelques munitions, c'est-à-dire que je disposais de quelques ajarismes, comme on a dit plus tard, c'est-à-dire expressions écrites que j'ai pu faufiler dans le manuscrit qu'il détenait, si bien que ça a assis une sorte d'authenticité. Si je pouvais spontanément rajouter ces quelques phrases, c'était donc bien moi. Et d'ailleurs, votre éditeur, Michel Cournot, dont vous nous parlez, Paul Pavlovitch, a témoigné, même bien plus tard, que vous n'êtes pas pour rien dans ce succès d'Émile Ajar. Hein. Il le soulignera après coup. Gary tenait la plume, mais Pavlovitch a porté sa voix, son style, son caractère, ses fantasmes. Voilà ce qu'il a rapporté dans un cahier de Lerne à ce sujet. Sous cet autre nom,
Gary va complètement se réinventer. Autre plume, autre écriture, et c'est aussi de cela dont vous témoignez dans ce livre, Tous immortels, Paul Pavlovitch. Ce masque, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il a fonctionné pour lui, pour Gary, comme un moteur de créativité? Certainement. Certainement, c'était clairement voulu, et c'était pour lui une piste de création qu'il a envisagée de façon indéfinie. Nous ne nous étions jamais posé la question de comment ça allait finir, cette histoire. Ah, c'est souvent ça avec un petit mensonge au départ. On ne sait jamais comment on en sortira. Voilà, on ne savait pas. Personnellement, je m'en fichais parce que, encore une fois, j'avais pas d'enjeu. J'ai aidé mon oncle, entre guillemets. Il m'avait dit, écoute, on va dire que tu es mon neveu, c'est plus simple. Effectivement, quand on rencontrait des gens, il me présentait comme son neveu. Je n'étais que le fils de sa cousine. Et donc, on ne savait pas où ça nous mènerait. Ce qui était clair, c'est que effectivement, même dans le livre le plus tragico-comique de l'œuvre d'Ajar, il a pu dire et faire des choses qu'il n'aurait pas pu écrire en tant que Gary. Et cet auteur a donc été à la tête de 4 romans, tous les 4 très frappants, reconnus, ayant beaucoup vendu pour le Goncourt, et par ailleurs tous étapes dans la vie d'un auteur, un nouvel auteur. Romain était donc relativement âgé et il voyait son ex-femme Jane Seberg descendre une pente tragique de 70 à 79, et lui, il avait trouvé comme solution cette invention, faire un nouvel auteur qui n'aurait pas les antécédents qu'il a eu lui et la réputation qu'il a dû subir pendant des années. Donc pour lui, c'était une chance, aucun doute. Même lorsqu'il a écrit Pseudo, qui est une espèce de règlement de compte bizarroïde entre lui et lui-même. Ça, c'est génial, on va en reparler. Oui. Mais juste deux petites questions. Pour vous, c'était un mensonge, une sorte de subterfuge ou un jeu? Pour moi, c'était un jeu, jusqu'à Pseudo. Et ensuite, c'est devenu plus chaud, on s'est tenu à distance, on faisait attention, j'étais absolument persuadé que je ne le trahirais jamais, ce qui était devenu un peu sa peur, ou du moins sa crainte que je lâche prise, et moi aussi. J'avais peur qu'il me lâche en route et que je continue à défendre ma pureté d'auteur comme un Mickey au-dessus de l'abîme. Donc, on était dans un rapport difficile. Mais alors justement, aujourd'hui, vous écrivez ce livre, Tous immortels, en 81 déjà, un an après la mort de Romain Gary. Chez Fayard paraît un livre de vous, L'homme que l'on croyait. Vous revenez dans ce livre-là, Tous immortels, 40 ans après, avec beaucoup plus de détails, d'anecdotes, et peut-être un recul différent. Vous parliez des enjeux tout à l'heure. Quel était pour vous, aujourd'hui, l'enjeu de ce livre-là? Quel est-il? D'abord, je n'ai pas suivi l'activité, le milieu littéraire parisien depuis très longtemps. J'ai fait d'autres travaux, d'autres boulots. Après l'affaire Ajar, je m'en suis écarté. J'ai continué d'écrire parce que j'avais été formé, j'avais été écrivain nègre, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire que j'écrivais pour des gens. Des journalistes qui n'avaient pas le temps de faire un livre ou qui ne savaient pas le faire, des vétérinaires célèbres, enfin tout ce que vous voudrez. Et je continuais surtout de prendre des notes. Dès la mort de mon père, j'ai commencé à prendre des notes parce qu'à la maison, l'univers flottait. On était laissé un petit peu à la dérive, mon frère Piotr, ma sœur Barbara et moi.
Et donc, pour fixer les choses, je crois, sans aucune idée de pouvoir un jour me servir de toutes ces anecdotes que je notais, j'écrivais des petits billets dans des carnets, jusqu'au moment où, durant l'affaire Ajar, je me suis rendu compte qu'il y avait là tout un groupe de gens, des amis de Romain de son âge, des jeunes étudiants donc beaucoup plus récents, voilà, qui formaient un groupe autour de lui, une sorte de constellation d'amis proches. L'arrivée de Jean, que nous avons connue parce qu'elle était une femme charmante et qui faisait le lien entre Romain, vieux type, et elle, de notre génération, en quelque sorte. Et donc, quand je me suis décidé à écrire Tous immortels, c'est que je me suis dit, mais non, cette invention Ajar qui a intéressé les gens à l'époque, c'était pas simplement ça. C'était un groupe d'émigrés, de Français récents, d'Américains, de Niçois, etc., sur lesquels j'avais sur lesquels j'avais noté des anecdotes, des rencontres, des choses. Et donc, à partir de là, je me suis dit, OK, je vais faire un livre plus réel, concernant réellement donc voilà, ces gens qui ont participé peu ou prou à l'aventure Ajar. C'est très joliment raconté, plus réel, pas plus vrai. C'est pas une quête de vérité où vous ne pensez pas avoir la vérité. C'est vraiment un retour aux origines. Sur cette famille d'exilés, vous racontez de polyglottes, et sur cette liberté très particulière qui marquait la singularité de cette famille. C'est pas tant aussi pour vous une recherche de reconnaissance en votre nom, Paul Pavlovitch. C'est franchement un peu tard, la reconnaissance. Oui, c'est un peu tard. Oui. C'est une manière de renouer. On a le sentiment, à vous lire, avec cette relation, avec votre cousin, Gary, et vous, Paul Pavlovitch, de renouer avec cette relation qui a beaucoup compté pour vous, avec du recul et peut-être une autre manière de penser ce moment dans votre vie. Tout à fait. C'est un nouveau livre pour moi parce que je me suis calmé. Les gens qui avaient mauvaise opinion de moi il y a 40 ans ou 50 ans ont soit laissé la place à des gens plus jeunes intéressés par l'invention de cet auteur, soit ne comprennent pas l'hostilité qui était réservée à un homme de paille et qui, dans le fond, était naturelle. France Culture avec notre invité Paul Pavlovitch, auteur de Tous immortels. Il est 12h19. À partir d'un certain degré de notoriété, les types deviennent prisonniers de leur image. France Culture, bienvenue au club. Olivier Gesbert. À partir d'un certain degré de notoriété, les types deviennent prisonniers de leur image, nous disait à l'instant Romain Gary dans cet extrait. Peut-être que c'est ce qui lui est arrivé. Peut-on dire qu'à ce moment-là, Gary, quand il imagine Émile Ajar, était en crise d'identité, blessé par l'image qu'on lui renvoyait. C'est intéressant parce que vous l'évoquiez, Paul Pavlovitch, il va plus loin encore dans cette dissociation en mettant en scène d'abord le débat, puis le conflit entre ces deux auteurs, entre ces deux noms. Une situation psychique à lui qui fait qu'il estime qu'il ne peut pas supporter la dépersonnalisation par un excès de notoriété. C'est un garçon d'une extrême gentillesse et d'une extrême douceur, un des plus gentils qu'on puisse imaginer. C'est ce qu'on appelle un marginal. Pourquoi, à votre avis, après avoir accepté que son livre soit présenté puis primé, il a refusé récemment le prix? Il s'était désisté l'année dernière de tous les prix.
Je pense que c'est un sentimental, qu'il a eu un rapport avec son éditeur qui a fait qu'il a probablement l'impression de poignarder son éditeur dans le dos au début, en premier temps. Puis il a paniqué en deuxième temps, il a repris sa décision première qui est de refuser. Là, c'est Romain Gary qui nous parle d'Émile Ajar. Tiens, tandis que Gary continue à publier des livres comme Clair de femme, sous son vrai nom, en vantant publiquement les talents, on vient de l'entendre, de son écrivain de neveu, vous, il orchestre la polémique dans un livre pseudo que tout le monde pense être de vous. Il s'attaque, s'insulte, lui, le vieux Romain Gary, dans la voix ou sous la plume d'Émile Ajar, Paul Pavlovitch, l'oncle surnommé Tonton Macoute, où il dit en substance que Gary est un con, un escroc, un faux résistant, ou encore un imposteur. Vous faites par moments dans ce livre, vous aussi, Paul Pavlovitch, un état d'un Gary, vous faites état d'un Gary assez tyrannique avec son art. Hein. Il a fait de vous son golem, un géant d'argile à forme humaine dans lequel il a insufflé son besoin vital, hein, réellement, de fiction, de création. Et vous avez presque eu peur parfois. Oui, mais il se trouvait que dans la réalité de l'instant, je tapais à la machine les diverses versions de pseudo. Et je n'avais pas la dimension nécessaire pour comprendre que le type était en train de fabriquer un roman. J'étais pris à partie, étant devenu un personnage dans ce livre. Et j'avais du mal à assumer, parce que le livre était violent. Je lui avais demandé s'il se rendait compte de ce qu'il avait écrit et que je ne comprenais pas. Et là, il avait éclaté dans une colère normale pour un auteur en me disant « Mais c'est mon histoire que j'écris, pas la tienne, tu dois comprendre ça. » Il vous dit même, ce livre, c'est mon horreur d'exister. Merde, tu ne comptes pas, c'est mon histoire. Hein. Voilà. Et vous le dites, il avait cette volonté d'écrire qui lui permettait à lui de tenir, mais qui avait finalement pas de place pour deux dans cette histoire. Romain, écrivez-vous, vivait seul sa fiction, cette complicité forcée le ligotait. Le témoin, moi, devenait lentement gênant. Même s'il n'aime pas celle qu'il appelait cette gosse de riche, Romain Gary, est-ce qu'il était pour vous quand même un vrai sujet pour la psychanalyse, un bon client pour le divan ? Il aurait pu, probablement, s'il avait été un homme moins créatif, moins génial, dans le sens où il ne cherchait pas de guérison. Il cherchait à continuer son œuvre. Ça passait avant tout. Et pour une bonne raison, c'est que de livre en livre, dans une espèce de conscience-poursuite, il se projetait immédiatement dans le livre suivant, et s'il devait attendre parce qu'il n'avait pas l'inspiration, alors là, il coulait en dépression. Il s'écroulait. Mais son enjeu, c'était pas le bonheur, vous comprenez ? Son enjeu, c'était l'œuvre. Et il a pu la faire, me semble-t-il, jusqu'à ces 2 titres derniers. L'angoisse du roi Salomon, ou le roi Salomon, le roi du pantalon, quoi. Part pour finir à Nice avec cette espèce de maîtresse très discutable qui a été quasiment une collabo pendant la guerre, tandis que lui était caché dans un trou. Et arrive à Nice où ils sont prêts à mourir en couple. Alors que quelques semaines plus tard, il sort Les Cerfs-Volants, un livre plutôt apaisé, très français, un chef-d'œuvre de pondération, quelque chose qui est assez inoubliable, et il lâche Les Cerfs-Volants. À ce moment-là, vous comprenez, il avait tout fini. Il avait bouclé ses œuvres. Et c'est peut-être pour ça que, quelques temps plus tard, il s'est suicidé. Le 2 décembre 1980, Romain Gary, l'auteur de Vie et mort d'Émile Ajar, se glisse un revolver dans la bouche et va se donner la mort après une vie que vous racontez aussi, hein, à travers ce livre de souvenirs. On a commencé à l'évoquer ensemble. On ne pourra pas tout dire de cette nature, de cette culture de caméléon, de cet homme né en 1914 en Lituanie, avec une enfance en Pologne, une adolescence dans le Sud. Il se disait d'ailleurs naturalisé niçois avant de devenir français, combattant, résistant, gaulliste convaincu. Sa relation avec Jane Seberg dans les années 60, très présente dans sa vie et dans son œuvre. Et dans votre livre,
Paul Pavlovitch. Il y a des détails comme ça aussi que vous glissez. Vous dites notamment que vous ne l'avez jamais vu éclater de rire. Lorsqu'il riait, dites-vous, il émettait des petits cris hachés, souffle un peu pingre, gloussement plutôt qu'éclat de rire, quasiment douloureux. On l'imagine un peu en triste cire, peut-être, mais il faut rappeler que le XXe siècle était quand même terrible, extrêmement pesant. Êtes-vous à l'aise dans le monde contemporain? Non, je suis à l'aise absolument pas dans le monde contemporain. Je dois dire que, vous savez, il y a un très bon mot pour cela. Il est un peu vulgaire, mais enfin, il faut bien... J'en ai ras-le-bol du monde contemporain. Pourquoi? Est-ce que c'est du monde contemporain ou de vos contemporains? Non, pas de mes contemporains, du monde contemporain. Le monde n'a pas beaucoup changé, si vous voulez, pour l'essentiel. Mais jamais l'horreur n'a été aussi évidente de nous crever tellement les yeux. On est aujourd'hui assiégé par les petits cadavres de Biafra, même si on va boire un boc au café, à regarder les vitrines des livres et les magazines. Jess, dans mon roman Adieu Gary Cooper, elle le dit à un certain moment. On a envie de sauver le monde, de changer le monde pour pouvoir enfin l'envoyer se faire foutre. Malheureusement, on ne peut pas changer le monde et nous sommes bien condamnés à vivre dans celui-là. Et c'est pour ça que j'écris probablement. C'est une façon de se dévulnérabiliser. Voilà, il raconte dans cet extrait son rapport à l'époque et puis son rapport aussi, Paul Pavlovitch, à l'écriture. De ce trafic d'âme, comme vous l'avez évoqué, vous ne semblez pas avoir tant souffert, hein. Il ne vous a pas réellement volé quelque chose. Vous dites aujourd'hui dans Tous Immortels, je ne pourrai jamais m'acquitter de ce que je lui dois. Quelle aurait été votre vie à vous sans Émile Ajar? Impossible pour moi de vous répondre. Il m'a accueilli assez tôt pour me former et pour me paraître très souvent juste dans ses appréciations. Vous disiez gaulliste, non, c'était gaulliste, mais à titre personnel. Souvent il répétait, on est deux à pas être gaulliste, c'est De Gaulle et moi. Vous savez, Romain, c'était un type qui était ni à gauche ni à droite, et que la droite comme la gauche détestait. C'était un peu le cas de Camus, c'était un peu le cas de souvent certains de ses amis. Non, je ne peux pas vous dire ce que je serais devenu, étant donné que il a utilisé sa créativité sur moi aussi. Donc je suis devenu ce qu'il m'a fait, incontestablement. Il reste une dernière question. Aucun regret. Non, vous semblez bien aujourd'hui aussi. Et avoir beaucoup de plaisir à en parler, beaucoup de plaisir aussi à avoir écrit ce livre, Paul Pavlovitch, Tous Immortels. Ce récit, ce livre de souvenirs, vient de paraître chez Bucher-Chastel et laisse encore cette question ouverte. Sans Émile Ajar, est-ce que le destin littéraire de Romain Gary aurait été le même ?